Hé, Kylian! Regarde-le, ton Sub-Zéro! Maintenant, tu peux l'appeler Zéro tout court! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'écran fou, et aujourd'hui, parce que oui, un autre cinéma existe que celui qu'on nous supplie d'aller voir pour apparemment sauver le cinéma français. Pour voir de quoi je parle, je vous renvoie à mes deux vidéos du dernier Astérix dont les liens sont dispo en description. On va parler ici d'une autre sortie très attendue, à savoir le dernier film de Michael Night Shyamalan. Pardon, excusez-moi pour le craquage, mais oui, c'est vrai, on n'a pas toujours un nom facile à porter et je sais de quoi je parle. Donc, dernier film de Michael Night Shyamalan, Knock at the Cabin, qui va raconter l'histoire d'un couple partant en vacances dans un chalet isolé avec leur fille, jusqu'au moment où 4 personnes les prennent entre guillemets en otage dans leur retraite afin de leur soumettre un choix particulièrement déprimant, pour ne pas dire horrible, sacrifier l'un d'entre eux, car seul ce geste permettrait d'empêcher la fin du monde. Donc, une adaptation d'un roman du nom de The Cabin at the End of the World. Donc, très clairement, un pitch taillé pour le réalisateur, qui est évidemment réputé pour ses films à concept, offrant souvent des climax qui font mouche. Et pour ma part, j'aime beaucoup ce réalisateur, notamment sur ses débuts, que ce soit Sixième Sens, Incassable, qui offrait une vision totalement inédite et inégalable du film de super-héros, et probablement un des meilleurs du genre à mon sens, mais également Signe, pour là aussi une vision très intimiste de l'invasion alien. Il y avait également The Village, mais hélas, une filmographie qui s'est ensuite dégradée par des choix trop ancrés dans le canevas des films de commande hollywoodiens, au point qu'on se demandait si on n'avait pas perdu notre réalisateur, ou si carrément on n'avait pas un peu trop surestimé le génie du bonhomme. Heureusement, dernièrement, on a pu redécouvrir quelques petits rebonds dans sa filmo, pas non plus transcendants au point de ses débuts, hélas, mais de bonnes surprises. De toute façon, je crains hélas que le Shyamalan d'il y a 20 ans ne sera plus, et pourtant, chaque fois qu'il sort un film, on se laisse avoir, on y croit toujours, c'est systématique. Et donc, est-ce que ce Knock at the Cabin est le retour qu'on espère depuis si longtemps? Eh bien, coup-ci, coup-ça. Alors je vais m'expliquer, mais une chose est sûre, avec ce film, c'est qu'on retrouve évidemment l'atmosphère oppressante qui est capable de livrer Shyamalan dans ses films, ici par l'empreinte subtile du huis clos, ou presque, d'autant plus stupéfiant que les preneurs d'otages ne sont pas, pour ainsi dire, malveillants, bien au contraire. Donc s'ils représentent une menace pour les héros, ils ne la représentent pas directement. Et en cela, les 4 individus douteux sont vraiment le ciment de cet équilibre entre la bonté et la menace, donc chacun ayant sa propre personnalité, son propre caractère, avec notamment Dave Bautista en tête de liste qui livre une des meilleures prestations de sa carrière, et qui confirme un peu plus ici son véritable talent. Il y a vraiment cet immense colosse couvert de tatouages, mais qui finalement s'avère avoir l'âme et le tempérament d'un nounours, quoi. Alors bien sûr, les assaillis ne sont pas en reste, entre Jonathan Groff ou Scott Aldridge, qui joue à merveille la détresse face au doute et à ce qui leur est demandé, donc en sachant que tous sont baignés dans ce petit havre initialement de paix, je dis bien initialement, qui va se transformer effectivement en maison de l'angoisse psychologique de par son climat anxiogène. Donc mêlé entre le bois du chalet assombri par la lumière crépusculaire et les diverses rubriques télévisuelles qui vont vraiment nous glacer le sang. Et à cela, on peut ajouter effectivement la bande originale qui joue énormément sur les notes de violon. En même temps, c'est vraiment un style propre à Shyamalan. Et là, on le retrouve vraiment. On est vraiment confronté musicalement à des notes extrêmement oppressantes qui offrent une tension perpétuelle et qui vont justement créer davantage ce climat d'angoisse. Et c'est aussi en cela que la mise en scène d'un mec comme Shyamalan est efficace, outre la musique, parce que il est capable d'avoir le meilleur angle de vue pour capter l'essence des personnages ou pour jouer sur la peur. Donc on va pas jouer effectivement sur des plans extrêmement larges, il va vraiment aller directement au faciès, faire carrément un gros plan sur la tronche des personnages pour aller au maximum dans le ressentiment. Et puis après, effectivement, cet angle de vue qu'il est capable d'avoir, est extrêmement adapté pour jouer sur la peur, même si on n'est pas dans le registre de l'horreur. Faut se mettre dans l'idée qu'on n'est pas du tout là-dedans. Et plus encore ici, car c'est vraiment un facteur des plus importants dans cette histoire, il s'en sert à mort pour jouer sur le doute. Parce que on va forcément douter, au même titre que les personnages pris en otage. Même si bon, certains indices peuvent nous mettre la puce à l'oreille, il y aura d'ailleurs toujours un petit truc pour remettre en cause nos convictions. Donc en cela, le film est assez interactif pour le spectateur puisqu'il nous plonge presque face au même dilemme, à savoir, et si on était à la place des pris en otage, qu'est-ce qu'on ferait, nous ? Ensuite, bon, on sait qu'on est dans un film du réalisateur, pour notamment ces thématiques récurrentes qui tournent souvent autour de la famille, des croyances et de la foi, mais ce qui est génial, c'est que plutôt que de se répéter à chaque fois, il trouve toujours le moyen d'être original, de voir toutes ces choses, mais par un prisme différent de ses précédents films. Avec ici cette supposée prophétie annoncée justement par 4 personnes, telles les 4 cavaliers de l'Apocalypse, quoi.
Ensuite, énorme point fort, et qui devrait servir d'exemple à toutes ces majors qui veulent nous inonder de progressisme forcé, parce qu'il faut répondre à des agendas politiques et idéologiques, vous savez, on est face à une des approches progressistes les plus intéressantes de ces dernières années avec ce film, puisque, précisons-le, les héros sont un couple d'homosexuels ayant une fille adoptive asiatique. Mais sauf que, plutôt que de dire « bon ben voilà, c'est bon, on en a mis, on a coché la case », comme si en gros l'homosexualité était devenue une évidence et acceptée de tous. Non, là, elle sert, elle est d'une utilité capitale. Puisque le récit se sert justement de ce manque d'acceptation pour forger une historique à ses personnages, et surtout les craintes qui peuvent en découler. Et au vu de ce qu'ils vont vivre dans cette maison, on peut même le dire, ça n'aurait finalement pas fonctionné si ça avait été centré autour d'un couple hétéro. Parce que justement, le sentiment d'exclusion nourrit davantage le doute autour de l'intrigue. Et ça aussi, ça va dans le sens des petites thématiques propres à Shyamalan. Alors, je parle pas du progressisme, mais là, en l'occurrence, c'est la thématique qu'il va utiliser pour mettre en évidence ce qu'il a l'habitude justement d'appuyer dans ses films, c'est la société et ses problèmes. Néanmoins, si le film se tient à merveille et que l'esprit y est, et là on peut effectivement dire qu'on est bien en présence du Shyamalan qu'on aime, le fond sera peut-être un peu plus discutable. Au même titre que Hold finalement. Non pas que le film soit mauvais dans ce qu'il raconte, mais plutôt qu'il semble en raconter trop peu contrairement à ce qu'il peut. Et ça va justement de pair d'ailleurs avec la durée du film, puisqu'on est sur un métrage de seulement 1h40 générique compris, ce qui est pas foufou, hein. C'est-à-dire que bon, j'ai pas lu le livre d'origine, mais il semblerait, au dire de nombreux sites, puisque j'ai un peu fouiné, que le roman soit quand même assez flippant et surtout particulièrement complexe. Et c'est là que je veux en venir, c'est que autant le film n'est pas si flippant, enfin en tout cas pas démonstrativement parlant, mais ça à la limite au vu de ce que j'ai décrit avant, c'est pas grave dans le sens où ça fonctionne très bien, c'est assez oppressant. Autant la complexité semble vraiment s'être évaporée au profit d'un récit qui se répète trop souvent. D'autant que, justement, on le sent que le récit a la possibilité d'être complexe, mais on dirait que finalement Shyamalan, ou du moins les scénaristes, dont il fait partie, ont décidé de botter en touche par rapport à ça. Et c'est dommage. Du coup, on a effectivement ce sentiment de redondance pour amener le récit à son dénouement. Un dénouement qui pourra peut-être justement en décevoir quelques-uns, dans le sens où, si vous espérez de ce film une nouvelle pirouette scénaristique de fin qui vous fera tomber la mâchoire, tout comme Shyamalan avait pu nous habituer à cela au tout début de sa filmographie, le film préférera ici faire le choix de l'émotion. Ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise décision. Parce que l'efficacité y est vraiment très très forte. Moi à la fin j'en ai presque eu la larme à l'œil quoi. Après, oui, on pourra quand même pointer du doigt quelques petites facilités scénaristiques et surtout un manque d'explication, notamment sur la fin. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans les spoilers, je pense que quand vous verrez le film, vous comprendrez de quoi je veux parler. Donc oui, avec Knock at the Cabin, c'est pas encore le grand retour de Michael Night Shyamalan, en tout cas pas celui qu'on espérait, mais tout de même, on est face à un excellent grand 8 émotionnel qui donnera vraiment l'impression au spectateur d'être face à ses choix, ses doutes et aussi ses craintes. Donc un film vraiment sans fioriture ni accessoires, mais rudement efficace pour sa forme et ses personnages, et c'est justement là la recette d'un bon Shyamalan. Il manquera juste, voilà, quelques petits ingrédients complémentaires de saveur pour mettre justement Knock at the Cabin à la hauteur des premiers films du réalisateur, mais ce qui n'en fait pas moins le meilleur film, justement, de Shyamalan depuis Split. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la vidéo au sujet du casting du dernier Astérix. Il fallait trouver Scarface, sorti en 1983 et réalisé par le grand Brian De Palma. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo, mais pensez également à liker et partager la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Bye!